Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CryptoForce, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous souhaite en premier lieu donc une merveilleuse et excellente année 2025. Bon, elle va être chaud l'année 2025, à la fois positive sûrement pour les crypto-monnaies avec le bull run, on le sait, mais aussi d'un autre côté, ça va être chaud bouillant dans le sens mauvais sens parce qu'on sait que c'est le bazar, le bordel au niveau politique, économique, sur la finance traditionnelle, enfin la dette des États, etc. Bon. On le sait, c'est pas nouveau, donc, mais malgré ça, voilà. Je souhaite, si vous êtes sur les crypto-monnaies, de toute façon, ça ne peut être qu'une bonne année 2025 avec le bull run et surtout, donc, prévoir bien évidemment les jalons de sortie, les paliers de sortie. En tout cas, fixer une stratégie de sortie. Voilà, donc aujourd'hui, après, une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, on va reprendre le format, pas mal de choses à dire, hebdomadaire pour l'actualité crypto générale et aussi l'actualité économique. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses à voir. On va parler de plusieurs projets aujourd'hui. On va parler forcément du Bitcoin, il y a pas mal de choses à dire. On va parler de VeChain, là aussi, ça envoie du lourd. On va parler de Chainlink. Donc, j'ai pas pu faire ma vidéo, j'ai pas eu le temps, vraiment, désolé, sur le link, enfin Chainlink, mais c'est dans les cartons de la tête, mais ça va pas empêcher de faire les actualités sur ce projet parce que vraiment, il y a du pâté, il y a du pâté à envoyer avec ce projet. Et évidemment, j'ai parlé également de XRP Ripple avec bien évidemment le stablecoin RLUSD qui est déjà en train de battre tous les records. Incroyable, donc ça annonce du lourd, là aussi pour la suite des choses pour XRP, et on va voir comment, pourquoi, parce que je vais aller un petit peu dans les détails, vous allez voir pour justement tout ce qui est le lien avec le RLUSD, XRP, etc. au niveau derrière de la finance traditionnelle. Bon, donc vous verrez, et ensuite on passera aux actualités crypto plus générales, mais également économiques, où là vous verrez aussi, il y a des choses intéressantes à dire. Bon, bah écoutez, c'est parti, et chaud bouillant pour cette première actualité du coup de l'année 2025. Allez, on commence avec le fameux célèbre rapport de Farside Investor sur les ETF Bitcoin Spot. Regardez un petit peu, donc là on a eu vraiment, on a eu une baisse continuelle. Après, vous vous souvenez, une grosse série donc de flux entrants sur les ETF Bitcoin Spot. Là on a eu sur les dernières semaines, les derniers jours, des flux sortants et étonnamment c'est BlackRock qui a eu les plus gros flux sortants sur certains jours, ce qui est totalement inhabituel, mais ça peut se comprendre également parce que, eh bien, il faut voir qu'au total, BlackRock, avec son IBIT, son ETF Bitcoin Spot, a la majorité en fait du marché. Donc, c'est pas étonnant que du coup, dès qu'il y a maintenant des flux sortants en termes de série au niveau journalière, que ce soit le IBIT de BlackRock, vu qu'il y a le plus gros volume là-dessus qui engendre voilà, les plus grosses baisses finalement. Parce que vous voyez que Fidelity maintenant a été coiffé au poteau, donc le numéro 2 sur les ETF Bitcoin Spot, même Fidelity est loin derrière BlackRock, clairement. Donc au total, on est à 35,9 milliards de dollars injectés sur les flux des ETF Bitcoin Spot, c'est une énormité, notamment un record absolu. Et c'est parti donc, c'est reparti à la hausse, en tout cas, vous voyez, au 3 janvier, puisqu'on est reparti sur un 908,1 millions de dollars. Donc, à voir, bien évidemment, pour les chiffres du 4, du 5, enfin, voilà, je vous referai le point la semaine prochaine, mais visiblement, les ETF Bitcoin Spot ont toujours le vent en poupe. Et ça, c'est très bon signe pour la suite des choses, pour les prix du Bitcoin, bien évidemment. Ensuite, et c'est là où ça devient très intéressant, je vais vous dire, on va voir toujours sur Farside Investor, les chiffres sur les ETF Ethereum Spot cette fois. Et donc, regardez là, on a eu quasiment que des flux entrants. Donc ça, c'est une nouveauté parce que il y a 2-3 mois, toute l'année 2024 quasiment, on a eu vraiment un désintérêt massif pour les ETF Ethereum Spot. On a vu, et donc à tel point qu'on avait même des flux négatifs totaux. On voit ici, donc là aujourd'hui nous sommes à 2,6 milliards de dollars injectés sur les ETF Ethereum Spot, mais ça n'a pas toujours été le cas. On a même été dans une balance négative à cause de Grayscale et des fuites de capitaux de Grayscale, souvenez-vous, l'année dernière. Donc là, ce qu'on voit aujourd'hui, pourtant, enfin,
on voit l'inverse, c'est-à-dire que les ETF Bitcoin Spot ont subi des sorties massives, alors que là, ETF Ethereum Spot, eux, au contraire, ont continué à engranger des flux totaux entrants au fur et à mesure. Et donc ça, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est totalement dans la démarche aussi de, une fois que le Bitcoin, dans les bull runs, hein, dans les cycles haussiers traditionnels historiques, on voit un peu les courbes, mais il y a toujours d'abord les prix donc, du Bitcoin qui explosent à la hausse, et puis ensuite ce qu'on appelle la alt season. Donc il y a d'abord la Bitcoin season, entre guillemets, avec le prix uniquement du Bitcoin qui explose à la hausse, qui entraîne forcément les altcoins, mais dans une moindre mesure. Et dans un deuxième temps, il y a ce qu'on appelle la alt season, hein, vous savez, c'est-à-dire avec des dingueries, des énormités totalement paraboliques sur tout ce qui est les crypto-monnaies hors Bitcoin. Et donc là, c'est un peu ce qu'on a assisté à une petite échelle, mais au niveau des ETF. C'est-à-dire que le Bitcoin, lui, a subi un peu son palier, son plafond sur la fin d'année 2024. Et les flux, en fait, sont peut-être même sortis des ETF Bitcoin Spot pour rentrer peut-être sur les ETF Ethereum Spot. Ça, ce serait un peu une mini all season au niveau des ETF. Voilà. Je trouvais ça assez marrant quand même à voir parce que c'est ce qui se passe toujours, en tout cas dans le marché traditionnel, enfin traditionnel crypto, on va dire, hors ETF, hein, sur les cycles haussiers à ce niveau-là. Bon, donc assez intéressant à voir. Je rappelle aussi au passage, hein, bien évidemment, que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement, hein. Tout ce que j'ai dans cette vidéo, c'est à titre informatif et vous devez faire vos propres recherches, hein, les amis, avant de prendre une action, bien évidemment, c'est très important. Une fois que ça c'est dit, on continue toujours sur le Bitcoin et notamment donc des articles que je vais vous passer les uns après les autres, comme d'hab. Un article de cointribune.com, le Bitcoin bat son record de puissance de calcul, un niveau de sécurité inédit, point d'interrogation. Donc effectivement, on a avec le temps, enfin vous savez pour le minage, il y a une puissance de calcul qui est allouée donc on va dire pour miner du Bitcoin, hein. Donc le mineur, je rappelle rapidement que c'est donc des personnes qui allouent à travers la puissance de calcul de leur machine, donc des ordinateurs à la base, mais c'est devenu tellement compliqué en fait de miner du Bitcoin juste avec un simple ordinateur que maintenant c'est des machines spéciales, qu'on appelle notamment des ASICs, pour miner du Bitcoin et qui sont réservées et conçues uniquement pour miner du Bitcoin. Pour vous dire où on en est, et donc c'est la puissance de calcul en fait nécessaire justement qui doit être allouée pour miner un Bitcoin ne cesse d'augmenter au fur et à mesure du temps. Et là, on a encore battu un record, hein, vous voyez ici. Donc ça veut dire que en fait la technologie de minage du Bitcoin est en train vraiment d'être poussée vers le haut. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de personnes, de particuliers notamment, qui ont les moyens, qui peuvent techniquement miner du Bitcoin. Donc on va avoir vraiment, ça c'est intéressant à voir, quelque part à terme, un monopole du minage du Bitcoin réservé dans quelques entreprises parce qu'il n'y aura que ces entreprises-là qui ont les moyens en fait de miner du Bitcoin. Voilà. C'est un peu à ce qu'on est en train d'assister là, c'est une exclusivité accordée, hein, par l'attractivité, parce que c'est bien évidemment l'expansion du réseau Bitcoin et son adoption qui provoque justement ce record de puissance de calcul. Donc maintenant, on peut se poser la question, effectivement, un niveau de sécurité inédit, point d'interrogation, eh bien oui, mais en fait c'est un peu à double tranchant. Je pense qu'on peut aller plus loin encore que de poser la question et de dire que le niveau de sécurité est plus important désormais avec l'augmentation du hash rate du Bitcoin parce que en fait, désormais, le monopole du minage est vraiment exclusivement dédié et dans les mains des entreprises. Donc, les conséquences, c'est que le monopole, comme je l'ai dit, du minage est désormais attribué aux plus grosses infrastructures institutionnelles, comme par hasard, qui ont les moyens de le mettre en place. Donc, ça sécurise quelque part, effectivement, le réseau du Bitcoin, puisque compliqué quand même maintenant d'attaquer le Bitcoin pour n'importe qui. Par contre, ça centralise toujours plus maintenant le réseau du Bitcoin au niveau du minage. Et ça, je pense que c'est à double tranchant au niveau de la sécurité, parce que si un jour on a un problème, une entreprise de minage qui subit vraiment qui a des soucis ou autre, ça pourra peut-être, je dis bien peut-être, impacter le minage du Bitcoin. Et si je dis ça, c'est aussi parce que j'ai un autre article ici, journalducoin.com, où donc les USA dépassent les 40% de la puissance de minage de Bitcoin. Voilà, donc
voyez que tout est lié. Comme par hasard, aux États-Unis, on a de plus grosses entreprises maintenant de minage. Donc en fait, c'est ces entreprises-là qui ont le monopole maintenant du minage. Bon. Donc ça pose quand même une question sur l'avenir, à long terme hein, quand même, de la centralisation du minage du Bitcoin et donc quelque part du réseau du Bitcoin derrière. Même si, bien évidemment, par nature, le réseau, lui, du Bitcoin, en tant qu'utilisation ou autre, reste décentralisé puisque personne n'a la main mise sur le réseau du Bitcoin. Voilà. C'est un peu paradoxal hein, ce qui est en train de se jouer, mais je pense que ça va s'accentuer bien évidemment au fur et à mesure du temps parce que l'adoption par les institutionnels du Bitcoin est inévitable. On le voit sous nos yeux, hein, l'histoire elle se déroule sous nos yeux, mais en plus il y a les gouvernements, comme le gouvernement américain, qui est en train de se mettre, se pencher sur la question hein, de la réserve stratégique de Bitcoin. Et donc, force est de constater que la prochaine étape, ce sera les gouvernements qui mettront leur grain de sel dans le minage du Bitcoin. D'ailleurs, le Salvador, hein, pour dire, petite parenthèse, est en train même de réfléchir à exploiter l'énergie solaire ou des volcans ou autres pour miner du Bitcoin à grande échelle. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose sorti du chapeau, c'est vraiment en train de se dérouler. Bon, allez, je continue. Donc, allez, compte toujours plus. Hein, voyons, on parlait des gouvernements. Eh bien, là, c'est la Banque Centrale Européenne du Bitcoin dans les réserves de la BCE. Un ex-ministre allemand dit oui. Donc là, on voit bien que depuis que Trump est arrivé au pouvoir et a lancé son idée de réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis, eh bien, on a un faux mot institutionnel où tout le monde, en fait, littéralement tout le monde est en train de se dire, ah oui, mais si les États-Unis sont en train de s'y mettre, ah ben nous, si on ne s'y met pas, en gros, on va rater le coche et ça va être le bazar derrière. On va avoir des conséquences néfastes. Donc, c'est pour ça que là, on a dans tous les pays, donc on a la Suisse qui se pose la question, on a la Russie qui est en train de se poser la question, on a le Canada, enfin on a plein de pays avec des avocats, des anciens ministres, même des ministres actuels, hein, des députés actuels, qui se posent la question de mettre également à leur tour de préparer un texte de loi pour mettre en place une réserve de Bitcoin, en fait, dans les banques, dans les réserves du gouvernement, etc. Voilà. Donc c'est quand même assez flagrant, intéressant ce qui se passe, surtout que l'engouement institutionnel ne faiblit pas, puisque là on a encore un article de journalducoin.com, MicroStrategy donc veut lever 2 milliards de dollars pour acheter du Bitcoin. Donc là, on voit que vraiment, c'est la course à qui veut acheter et qui aura le plus de Bitcoin en fait à terme. Donc, on est très loin des années où c'était pour les criminels, il fallait surtout éviter le Bitcoin, etc. Non, là maintenant, c'est l'inverse. Tout le monde veut sa part du gâteau. Bon, allez, je continue toujours sur le Bitcoin. Cette fois, je passais donc à Twitter, notamment avec un tweet de Rect Capital hein, qui nous informe justement de attention pour ce cycle haussier. Donc, les gens pensent que le Bitcoin, en fait, ne connaîtra jamais de nouveau bear market parce que maintenant, il est trop mainstream et trop mature comme actif. Donc, c'est justement pour cette raison qu'il y aura en fait un bear market. Voilà. Donc, n'oubliez pas, il faut rester en fait, il faut faire confiance quelque part, ce que dit Rect Capital, il faut faire confiance à la périodicité des cycles haussiers baissiers sur le Bitcoin. C'est pas parce qu'on a les institutionnels ou même les gouvernements qui sont en train de rentrer dans le Bitcoin, même si on a des flux colossaux qui sont sur les ETF Bitcoin Spot, qu'on ne va pas connaître un nouveau bear market. Alors peut-être qu'on aura un bear market qui sera plus faible, c'est-à-dire avec des chutes du Bitcoin qui sont moins prononcées, mais c'est ce que dit Rect Capital et je suis plutôt d'accord avec ça parce que on voit bien que malgré les flux qui sont entrés, sortis sur les ETF Bitcoin Spot, on a quand même de la volatilité sur le Bitcoin. Voilà. Et on l'a vu même d'ailleurs toute l'année 2024 quand on a eu des flux massifs notamment entre début d'année et même milieu d'année, il n'y a pas eu vraiment d'effet en fait sur les prix du Bitcoin pendant toute une période. Souvenez-vous, on a eu 7 mois d'accumulation d'ETF, vous savez, des flux entrants sur les ETF Bitcoin Spot, mais les prix du Bitcoin pendant 7 mois ont rangé en fait autour des 60 000 dollars. Et c'est
quand on a eu la présidence et l'annonce que Trump passerait au pouvoir aux États-Unis, que le Bitcoin a explosé à la hausse. Exactement comme en 2020 au final. Voilà. Donc on voit bien que malgré les ETF, on a quand même un certain cycle haussier qui s'est déroulé quasiment identique au précédent à quelques jours près, au niveau des variations. Bon, donc ne vous faites pas avoir non plus, enfin je vous dis, ça c'est mon avis, hein, c'est mon opinion, ça n'engage que moi, mais essayez quand même d'avoir une stratégie de sortie en prenant en compte le fait que ne vous reposez pas sur vos lauriers en vous disant ça y est, tout va changer maintenant parce que les institutions sont bien trop fortes là-dessus maintenant ils sont en train de maintenir le Bitcoin à flot avec ça. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le but des institutionnels, là-dedans, c'est aussi un moment de prendre des profits. C'est-à-dire, ils achètent du Bitcoin, à part MicroStrategy qui, eux, je pense que lui, il veut pas vendre le Bitcoin parce qu'il va en faire juste une banque. Enfin, lui, il veut créer une banque Bitcoin, donc lui, son objectif, c'est vraiment d'accumuler les Bitcoins. Mais tous les autres institutionnels, il y a un moment où ils voudront faire des profits. Donc, il y a un moment où ils vont vendre les Bitcoins. Et quand ils vont les vendre, ils ne vont pas l'annoncer. Voilà. Donc ça aussi, il y a des choses où il faudra se méfier. Et aussi les analystes qui sont dans ces genres d'entreprises, eh bien, conseilleront peut-être au bon moment, hein, c'est-à-dire en 2025, fin 2025, début 2026, de vendre un peu de Bitcoin parce que le Bitcoin va exploser, donc il faudra prendre des profits. Voilà. Donc ça dépendra aussi de la stratégie des entreprises, mais c'est quelque chose qui à prendre en compte pour nous, investisseurs particuliers, hein, entre guillemets, c'est qu'il ne faut pas se faire avoir là-dessus peut-être. Bon. Allez, je continue. Donc cette fois, je vais passer au VeChain, hein, on y va. Donc VeChain, regardez un petit peu qu'ils appellent le highlight sur toute l'année 2024. Vous voyez, donc ça a été l'année où en fait où les institutions ont défini tout le paysage de la crypto. C'est tout à fait ça, c'est exactement ça, avec les ETF, même autrement, avec les régulations MiCA, notamment en Europe, et les régulations qui sont en train d'arriver un peu partout dans le monde sur l'industrie crypto. Donc, on voit que 2025, après là, ils font un peu leur prédiction, sera en fait l'année de l'adoption de la blockchain, mais à un niveau très accéléré, et une échelle gouvernementale. Vous voyez, donc ça, c'est ce que dit VeChain. Et donc, il parle de la régulation et aussi d'un nouveau système financier qui entre en jeu, notamment, on pense au RWA, hein, bien sûr, la tokenisation des assets. D'ailleurs, il parle de l'économie au niveau des tokens. Donc, l'économie tokenisée. Donc, on est tout à fait là-dedans, on est vraiment comme j'avais montré il y a 2 semaines, la courbe d'évolution du Bitcoin, qui est plus rapide que la courbe d'évolution, d'adoption, pardon, et d'évolution aussi de celle d'Internet dans les années 2000. Donc là, on voit bien qu'on est face pas à quelque chose d'éphémère ou à une bulle ou autre. Ou alors peut-être une bulle au niveau des prix, mais pas au niveau de la technologie. Parce que là, on a vraiment affaire à une technologie. La blockchain, c'est une technologie désormais qui est en train de révolutionner absolument tous les pans de notre société, quoi. En tout cas, au niveau financier. Bon. Donc, deuxième chose, voilà, il rappelle donc tous les investissements, en fait, les flux entrants en fait sur les ETF Bitcoin Spot, et donc il rappelle que les ETF Bitcoin au total, c'est 60 milliards de dollars en actifs under asset, donc under management, c'est-à-dire sous gestion, fin 2024. Voilà. Donc c'est assez colossal, hein, clairement ce qui se passe. Parce qu'après, il compte également 60 milliards de dollars. En fait, il compte donc les flux positifs, mais également il y a eu des flux sortants, par exemple, par Grayscale. Donc au total, ça fait 60 milliards de dollars. Voilà où on en est. Donc on voit que VeChain, là, se fait son petit highlight 2024. Je trouvais ça intéressant. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant, ça va être ça. C'est, bien évidemment, toute la panoplie sur les crédits carbone. Alors, on y croit, on n'y croit pas, hein, peu importe, mais surtout sur la tokenisation. Voilà. Donc ils disent que 2024 a vraiment ouvert la porte sur la révolution blockchain, hein, que je vous disais, c'est une technologie inévitable.
La tokenisation, donc, et si on parle là, je vous fais vraiment le point sur la tokenisation avec VeChain, c'est parce que derrière, je vous parlais du Chainlink et je vous parlais de XRP, et vous allez voir, c'est un fil conducteur incroyable très révélateur pour la suite des choses, clairement. Donc, voilà, tokenisation, donc là, pour représenter tous les actifs dans toutes leurs formes, mais de manière tokenisée. Donc, c'est en fait un nouveau départ, hein, quelque part, et une nouvelle forme d'économie, en fait, basée sur l'efficacité, la transparence et surtout la rapidité au niveau des échanges. Voilà. Donc, tous les marchés, quelque part, sont prêts et sont désormais, ont vraiment la volonté de se baser sur cette technologie. Et le potentiel de cette technologie est immense. Et donc là, forcément, on pense potentiel, donc technologie, mais également potentiel d'investissement. Forcément. Donc aujourd'hui, on est vraiment, à mon sens, hein, on a une opportunité. C'est même pas le Bitcoin au final. Là, on est vraiment sur la technologie blockchain et donc investir dans quelque chose qui permet la tokenisation de l'actif, le RWA, voilà, autrement dit, pour parler simple, le RWA, eh bien, c'est une opportunité franchement d'investissement incroyable. Pour nous qui sommes early adopters en fait. Voilà. Donc, bravo, enfin, franchement, je dis bravo à tous, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'ici et qui croient encore, notamment à VeChain et même à d'autres projets. Il y a plein de projets dans les AWA qui sont très intéressants. Juste pas le temps de vous les présenter forcément. Mais il y a donc Link, je vous en parle après. XRP, bah, ils ont fait un virage aussi sur le RWA. Bon, voilà. Donc, tout ça est très intéressant, quoi. Donc, il présente donc les crédits carbone. Au niveau de la traçabilité, il présente aussi, donc je vous montre un petit peu de quoi il parle. Donc, comment fonctionnera les marchés carbone, à quel qui est estimé en fait en termes de prix ou de marché à l'avenir pour tout ce qui est carbonisation ou autre. Bon, c'est pas trop ma tasse de thé, donc je vais passer ça. Mais c'est vrai que bon, la transition énergétique a de plus en plus de place, surtout en Europe, à ce niveau-là. Ensuite, il y a booster les économies et couper donc en fait, les prix. Au niveau, on tasse toujours sur la carbonisation, hein, bien évidemment. Donc là, on a vraiment l'accent sur la traçabilité et l'aspect carbonisation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils font référence aux régulations. Voilà. Donc, vous voyez, il parle des États-Unis avec le Inflation Reduction Act, donc le IRA, hein. Vous savez, c'était mis en place par Joe Biden, euh, qui en fait est en train même, qui a des incidences au niveau de l'actualité économique traditionnelle, j'en avais parlé en plus, il y a un an ou deux, parce qu'ils sont en train, les Américains, de nous voler quelque part toutes nos entreprises, toutes nos industries, parce qu'en plus, nous, on subit la crise du gaz. Et en plus, ils mettent les moyens, les Américains, pour, en fait, quelque part, rendre leur territoire plus attractif, même au niveau légal, au niveau de la législation. Et donc, ça, c'est l'Inflation Reduction Act. Et ils font ça sous le couvert de, justement, du marché carbone. Donc, c'est-à-dire que le marché carbone, c'est pas uniquement la transition énergétique, avec un sens moral qui, à mon sens, est douteux. C'est pour ça que je mets sur les guillemets et les parenthèses quand je parle de la transition énergétique aujourd'hui, parce qu'en fait, à mon sens, c'est la plus grosse arnaque qu'on ait jamais connue. Et ok, hein, l'écologie, c'est très bien, hein, je suis pour l'écologie, planter des arbres, ce genre de choses. Mais l'écologie telle que nous la vendent, avec des taxes carbone, qui c'est qui vont les payer ces taxes? Bah, c'est nous, hein. Alors qu'on a des politiciens, des stars qui utilisent des jets privés qui, eux, ne seront pas taxés carbone, bien évidemment, hein, parce qu'ils ont une autre législation pour eux. Ça, voilà, ça, c'est vraiment une arnaque. Et ça se transmet dans ce marché carbone qu'ils sont en train de vouloir nous mettre en place. Donc c'est pour ça que je prends des pincettes quand... Enfin, c'est pas trop ma tasse de thé là-dessus. Mais je pense que VeChain a énormément de potentiel. Et le marché carbone, c'est un des marchés justement qui vont pouvoir dominer et développer là-dessus. Pour le meilleur et pour le pire, hein, clairement, vous avez compris mon opinion. Ensuite, pour vous dire à quel point VeChain est très attractif sur le plan même des entreprises,
Donc là, j'ai un tweet de Eisen Reich où on a Keiko qui a annoncé un nouveau partenariat quelque part avec VeChain, hein, vous voyez, où en fait, ils ont déclaré qu'ils ont intégré la technologie blockchain via VeChain. Voilà, c'est écrit à travers leur post LinkedIn, vous voyez, et donc c'est écrit ici, là. Ils ont intégré la technologie blockchain pour, donc la raison, hein, pour une meilleure sécurité, pour une meilleure traçabilité et pour au final prouver la finalité, la qualité de leurs produits en fait. Voilà. Donc c'est une entreprise, Keiko, qui est leader, hein, un leader dans tout ce qui est le management des solutions data, en fait. Voilà, le data management. Donc, on voit que ça a l'air de rien comme ça, mais c'est là où la force du VeChain, hein, on voit vraiment toujours pareil hein, au fur et à mesure du temps, c'est que c'est vraiment un projet qui est issu dans le RWA et qui intéresse les entreprises. C'est un des très rares projets d'ailleurs. Et voilà, avec d'autres projets comme Chainlink, XRP et même Ondo ou autres, c'est qu'il y a une réelle utilité et c'est les entreprises qui sont en train de l'adopter, les institutionnels qui sont en train de l'adopter. Contrairement aux shitcoins, memecoin et tout ce que vous voulez de ce genre-là, qui, au final, on est en train de le constater petit à petit, sont voués à l'échec et même à disparaître parce qu'aujourd'hui, c'est un peu pareil pour Internet dans les années 2000, quand on a eu la bulle Internet, c'est-à-dire qu'au début, c'était n'importe quelle entreprise liée à Internet qui explosait à la hausse au niveau boursier. Et petit à petit, on a eu on a même d'un coup la bulle, Internet des années 2000. Toutes les entreprises start-up se sont crashées si elles n'avaient pas des fondamentaux solides. Et il n'est resté que les poids lourds d'aujourd'hui, c'est-à-dire Google d'aujourd'hui, Amazon, Facebook, etc. Parce qu'il y avait une utilité derrière, en fait, réelle. Là, je pense que la crypto-monnaie, on est en train d'être dans ce basculement et qu'il y a un moment, les meme coins, les shitcoins, on va tellement saturer là-dessus que ça va disparaître. C'est-à-dire, il y aura peut-être le Dogecoin qui va rester, Shiba Inu, enfin les plus gros meme coins qui vont rester, mais tous les autres vont se faire exploser parce que ça ne sert à rien. Voilà, simplement. Et même Shiba Inu et le Dogecoin commencent à avoir une utilité. C'est-à-dire, déjà, il y a la confiance longtemps qu'ils existent, mais en plus, il commence à y avoir des projets gaming, pourquoi pas, qui commencent à sortir sur ce genre de projet. Voilà, donc il peut y avoir de l'utilité. Bon, mais tout le reste, voilà. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir avec ce genre de projet comme VeChain, enfin tous les autres projets utiles, on est en train vraiment d'avoir la récompense, j'ai l'impression, là-dessus. Allez, je continue toujours, donc VeChain avec notamment cette fois les statistiques, hein, je fais toutes les semaines, enfin toutes les 2 semaines, euh, sur le nombre d'adresses, vous voyez, qui sont désormais sur la blockchain de VeChain. Donc on est en fait à une moyenne de 3834 nouvelles adresses, j'ai remarqué, hein, par jour, qui sont créées sur l'écosystème de VeChain. Donc là, en total, on est vraiment à 4 115 000 adresses. Et on voit que l'évolution continue. Bon, ce sera tout pour VeChain, hein. Ils ont fait vraiment leur prêche là ils ont prêché pour 2024, ils ont fait leur conclusion. Maintenant, on va passer à Chainlink, du lourd, tout simplement parce que bon, vous avez sûrement déjà vu quand même. Là, je suis sur carrément le site internet de Chainlink, sur leur blog, voilà ici, et donc ils présentent un petit peu leur nouveauté enfin, ils ont fait leur conclusion aussi de 2024, hein, un peu comme VeChain, mais d'une autre façon, c'est-à-dire en présentant leur partenariat par exemple. Donc, Chainlink travaille avec le réseau Swift bancaire, Euroclear et pas toutes, mais des banques majeures, hein, grosses banques, au niveau institutionnel. Donc c'est du lourd, ça rappelle un peu Ondo, mais c'est vrai que Chainlink est bien plus avancé quand même que Ondo, cette partie-là, parce qu'ils sont plus anciens. Donc c'est vrai que, vous voyez, ça date du 7 novembre 2024 l'article. Donc 2024, ça a vraiment été l'année pour Chainlink de la reconnaissance par les institutionnels au niveau du RWA. Donc comprenez que là, on est vraiment dans un narratif spécifique, bien plus fort que l'intelligence artificielle, pour le moment en tout cas, hein. C'est vraiment la tokenisation d'actifs, et sur tous les niveaux. Voilà. Donc, Chainlink a développé vraiment ses partenaires avec, au niveau financier institutionnel. Donc, on voit bien que le but
de Chainlink, en fait, c'est de faire le pont entre les assets, quels qu'ils soient, hein, ça peut être des bons du trésor, même pourquoi pas des biens immobiliers, enfin, voilà, numériques, et derrière la tokenisation de ces actifs. Après, voilà, on parle de technique, hein, mais l'enjeu il est là. Et donc, derrière, on parle même plus de trillions de dollars. C'est-à-dire, on parle de quadrillions de dollars qui sont brassés en fait annuellement, comme il l'explique dans leur rapport, hein. Donc, il parle de plus de 2 quadrillions de dollars. Alors, je ne sais pas si vous imaginez quand même le délire, hein. C'est que donc 1 milliard de dollars, hein, ça fait un paquet de zéros. Donc, vous rajoutez encore, donc ça fait 12 zéros, on est sur du trillion de dollars. Et donc quadrillion, vous rajoutez encore des zéros. Donc c'est des, des montants que l'esprit humain ne peut même pas concevoir, si vous voulez. Voilà. Donc il parle également des structures au niveau des plus gros partenaires de Chainlink aujourd'hui. Donc on a Franklin Templeton, le gestionnaire d'actifs, on a JP Morgan, donc plus grosse banque américaine, US Bank, MFS, enfin, on a vraiment des gros poids lourds. Vous voyez, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est le partenariat entre Chainlink et le réseau SWIFT bancaire, qui lui, effectivement, génère des trillions et des trillions, même des quadrillions de dollars en termes de volume chaque année, parce que c'est eux qui ont le monopole. Forcément, vous le savez, hein, on l'utilise tous les jours. Le réseau SWIFT bancaire fait des transactions bancaires transfrontalières. Donc, bon. Non, donc je vous apprends rien, quoi. Donc c'est assez incroyable, hein, ce qui se passe en ce moment. Et ça, ce n'est que le début. C'est-à-dire que là, 2024, avec Vetchen a tout à fait raison, c'est que 2024, ça a vraiment été l'année charnière où les institutions ont reconnu en fait certains projets blockchain en tant que leader dans la tokenisation d'actifs. Donc là-dedans, vous avez Vetchen, Chainlink, Ondo, quelques autres, hein, bien sûr, et bien évidemment, dans la tokenisation des assets au niveau financier, vous avez XRP. Maintenant, et on va en parler derrière avec le RLUSD. Voilà un petit peu où on en est au niveau de Chainlink. Il s'intéresse en plus à l'intelligence artificielle, donc double combo, hein, je ne vous laisse même pas imaginer. Je vais passer. Donc vous voyez au niveau du réseau Swift bancaire, donc là on a vraiment le focus, ils expliquent à travers leur schéma comment se passe en fait l'intégration de Chainlink pour le réseau Swift bancaire. Donc voilà, on voit bien que le réseau Swift bancaire fonctionne comme on le dit, c'est-à-dire que vous avez des transmissions d'informations en termes de volume de chiffres, hein. Donc, en fait, de compte bancaire à compte bancaire. On voit ici, c'est classique, tout le monde le connaît, ce schéma-là. Mais derrière, voilà, on va rajouter maintenant la sécurisation, la sécurité liée à la blockchain. C'est-à-dire que là, chaque transaction va être signée dans la blockchain en tant que en tant que données metadata. Ça va rentrer dans le réseau Chainlink, entre guillemets, au niveau de la blockchain. Il va y avoir une transaction blockchain qui va passer ensuite derrière. Alors après, j'ai pas le détail technique, hein, d'exactement comment ça se passe et tout, mais vous avez l'idée, quoi. En gros, ça passe par Chainlink, ça ressort. Vous avez une sécurisation, c'est bien plus rapide que seulement le réseau Swift bancaire. Vous avez plein d'autres choses, voilà. Donc, pour vous dire un peu l'impact, vous imaginez sur même le jeton de Chainlink, bon, c'est des quadrillions de dollars, quoi. C'est des volumes incroyables. Parce que bien évidemment, chaque transaction, quand ils vont passer par la blockchain Chainlink, derrière, il va y avoir des frais de transaction liés à Link. Parce que voilà, le Link est associé à la blockchain. On n'apprend rien. Voilà. Donc on a encore là aussi des annonces de partenariat 21X et Chainlink. On a encore des banques institutionnelles. Donc la Banque Colombia, Banque des Émirats Arabes et bien d'autres. Donc voilà, c'est pas des petits joueurs, hein, qui sont dans la course, c'est vraiment des gros joueurs qui sont tous en train de mettre en place justement ce genre d'initiative. Et donc il parle bien de, voyez, de Chainlink qui fait le pont même entre plusieurs banques. Vous avez la banque A d'un côté, la banque B de l'autre, et tout ce qui est le Chainlink CCIP Private Transaction. Voilà. Donc autant vous dire, c'est du lourd, hein. Bon, il suffit de lire les informations quand même pour comprendre que là, on n'est pas, bon, c'est pas 3 dollars, hein, qui sont en jeu. C'est quand même assez phénoménal.
Et en plus, vous avez là, je trouvais très intéressant, donc Fidelity, je vous l'ai montré, Fidelity, et donc sur Farsight Investor, avec leur ETF Bitcoin Spot, mais également leur ETF Ethereum Spot. Et donc là, on voit que Fidelity, en fait, est cité hein, dans le rapport de Chainlink en tant que partenaire de Chainlink. Donc un jour, est-ce qu'on aura un ETF Chainlink, enfin Link? Eh bien, je me pose la question, et c'est possible avec Fidelity qui commencerait par lister le link. Pourquoi pas? Effectivement, si Chainlink développe encore plus ses partenaires, on voit qu'effectivement Fidelity, voilà, Investment Manager, ils utiliseraient le réseau on-chain Chainlink, et derrière on aurait la sortie avec Signum. Bon, donc ça n'a pas arrêté, hein. Là 2024, ça a vraiment été pour Chainlink du lourd. On a également le SBI Digital Market, qui est en ligne de mire. Donc, on a UBS, donc plus grosse banque qu'en britannique. Enfin, ça fait beaucoup quand même. Je dois vous avouer que là, ça fait beaucoup. Donc voilà, là, je voulais vraiment vous montrer ça. Surtout que là, on a quelque chose d'un peu plus parlant quand même au niveau de Chainlink. Si mon Twitter veut bien le faire. Donc là, je vous montre en fait qu'on a beaucoup d'articles hein, qui sont sortis sur le link en 2024. Donc on fait leur petit highlight. Donc là, vous voyez, il montre un petit peu euh, tous les partenaires qu'ils ont signés en 2024. Donc c'est tout ce que je vous ai montré en fait, hein, mais eux ils l'ont fait en manière condensée avec un petit diapo assez intéressant. Donc il y a des entreprises, il y a des banques, même des banques centrales en fait. Voilà. Et très intéressant, 18,2 trillions de dollars estimés sur les volumes en fait que tout cela va générer au fur et à mesure. Comme je vous disais, c'est pas quelques dollars, c'est pas 3 ronds. Ça va être vraiment une révolution, simplement une révolution de la finance internationale en fait, sur là-dessus. Donc grâce à Chainlink, là-dessus. Voilà. Bon, maintenant, je vais passer à XRP. Voilà, donc, XRP, il y a pas mal de choses à dire. Première chose, alors là, j'ai un tweet très intéressant de Rob Cunningham, qui est un chercheur en fait en termes de justement qui est, sur la crypto, etc. Donc les chercheurs, vous voyez, donc chercheurs, hosts, donc investisseurs, pas mal de choses. C'est à prendre ou non ce qu'il dit, mais je trouve que ce qu'il dit, ce qu'il souligne, en tout cas, est très intéressant. C'est-à-dire que faut savoir qu'aux États-Unis, enfin même au niveau mondial, il y a ce qu'on appelle une norme ISO 222. Je ne sais pas si c'est 2022 ou comment on dit, mais c'est voilà, vous l'avez là, c'est 2022, enfin voilà. Et donc cette en fait, cette norme ISO a surtout été mise en vigueur donc, en 2024. Bon, elle est là depuis toujours, hein, c'est une norme qui est mise en place depuis très longtemps, mais pour la crypto-monnaie, eh ben, ça aurait été mis en place surtout en 2025 avec le RLUSD, notamment le stablecoin de Ripple, qui serait le seul et unique stablecoin justement qui respecterait les normes ISO 20022. Voilà, avec ce qu'ils appellent, vous voyez, le protocole de message XLM. Voilà, on l'appelle. Et donc, si c'est le cas, si ça s'avère vrai, parce que ça c'est ce qu'il dit, mais encore il faut le dire avec des pincettes, et après j'ai quand même des articles pour vous étayer un peu le propos de Rob Cunningham, pour aller plus loin bien évidemment, mais il faut aller le constater que ça titille un petit peu, je dis ouais, c'est pas quelque chose, il y a quelque chose à faire là. Effectivement, donc BlackRock, Fidelity, enfin tous les gros pontes banque centrale, eh bien choisiront forcément un projet, un stablecoin, s'ils doivent un jour utiliser un stablecoin, qui sera en fait aux normes internationales au niveau de la finance traditionnelle. Voilà. Mais donc là, il dit donc de quelques trillions de dollars en 2024, nous pourrions passer à quelques quintillions de dollars. Donc là, on parle, ouais, on a parlé de trillions, quadrillions, quintillions de dollars en 2030, avec le nouveau système financier qui, en fait, grossirait de façon exponentielle. Donc, que ce soit réellement vrai ou pas ce qu'il dit, je trouve que c'est très intéressant parce que XRP, en fait, au final, est aussi quelque part dans les starting blocks hein, pour dominer tout ce qui est la finance, enfin, ouais, la finance traditionnelle et remplacer même le réseau SWIFT bancaire.
Donc, là, je vais vous montrer, bien sûr, des articles. Voilà, qu'est-ce que la norme? Enfin, je vais déjà vous parler. Là, j'ai un article de cryptost.fr. Hein, donc vous voyez qu'eux en ont parlé déjà en avril 2024, à un moment. Donc, qu'est-ce que la norme ISO 20022 et quel est son impact sur les crypto-monnaies? Donc, l'ISO 20022 constitue un standard international pour l'échange d'informations entre institutions financières, visant à harmoniser les communications relatives aux paiements, aux transactions boursières et au système de règlement. Son impact sur les crypto-monnaies réside dans le potentiel d'intégration de ces dernières au sein des systèmes de paiement globaux, facilitant ainsi leur adoption et leur reconnaissance comme moyen de transaction légitime au sein de l'économie traditionnelle. Voilà. Donc, pour en revenir en fait clairement au XRP et au RLUSD, on est tout à fait là-dedans. Voilà. Donc, je reviens hop, sur ça. Tac. Et voilà, trouver l'article. Donc, c'est un article de Cointelegraph France. Crypto Ripple mise sur XRP son stablecoin RLUSD pour optimiser les paiements internationaux. Vous avez compris? Voilà, en fait, on en est. Donc, des stablecoins plus conformes aux réglementations comme le RLUSD pourraient favoriser l'adoption massive des crypto-monnaies dans le monde entier. Vous voyez où je veux en venir? Donc, avec tous ces éléments-là, je trouve qu'on est tout à fait dans cette démarche. Et je pense que Rob Cunningham peut avoir tapé dans le mille en disant qu'effectivement, Ripple, pourquoi ils ont sorti leur RLUSD? C'est justement parce qu'ils ont sorti un RLUSD qui est conforme en fait aux normes internationales. Et donc, bah, forcément, tout le monde va utiliser le RLUSD au niveau de la finance traditionnelle, comme BlackRock, compagnie. Donc, c'est un peu énorme ce qui se passe. Et surtout, regardez, donc là, le RLUSD, je vous rappelle, hein, il est sorti il y a 2 semaines. Et donc là, je suis sur CoinMarketCap et je suis dans la catégorie, vous voyez, des stablecoins classés par capitalisation boursière. Et là, en fait, je les ai classés, vous voyez, par volume, c'est-à-dire en fait tous les 24 heures. Et regardez, donc le premier stablecoin, bien sûr, qui est en première position, c'est le Tether USDT avec un volume fait généré en 24 heures de 64 milliards d'euros. Donc, effectivement, Tether domine tout. Après, vous avez en deuxième position le USD Coin et en troisième position le First Digital USD. Je rappelle, hein, c'est en termes de volume euh, généré en termes de transactions tous les 24 heures. Ce n'est pas en termes de capitalisation boursière là que je les ai classés. Hein. C'est vraiment en volume, c'est ici qu'il faut voir. Et enfin, en quatrième position, vous avez le Ripple USD, le RLUSD qui est arrivé en quatrième position avec 614, donc 596 millions d'euros générés en fait en 24 heures là actuellement. Voilà. Sauf que le Ripple USD, il est sorti il y a 2 semaines. Et plus intéressant encore, quand on voit l'évolution en fait des volumes d'un jour à l'autre, on a une évolution de 1440%. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu le délire, c'est que en fait là sur une journée, donc on a pris un volume de 1600% même, je vois 1600%, et les volumes ont tout simplement explosé en très peu de temps. Regardez, volume, nous étions en fait au 4 janvier 2025, nous étions à un volume en 24 heures de 39 millions d'euros. Et donc là, aujourd'hui, on est à 600 millions d'euros. On a fait un record absolu. Et ça, c'est uniquement en sachant que le Ripple USD est sorti il y a 2 semaines. Et il a déjà coiffé au poteau des stablecoins qui sont bien plus, enfin, quand même bien plus anciens, connus également, avec le DAI notamment, par exemple PayPal USD. Donc, PayPal USD a été coiffé au poteau, rien compris, alors qu'il est 166e en termes de capitalisation boursière. Alors que le RLUSD est quand même quasiment en 3000 positions. Bref. Et on a également le URC, c'est très intéressant. Hein, l'euro vraiment en train sert vraiment à rien, puisque l'euro, le URC a été coiffé au poteau également, et est à peine un volume de 6 millions, 6 millions d'euros voilà, sur 24 heures. Donc le RLUSD en 2 semaines a pulvérisé en fait quasiment tous les stablecoins et déjà dans la catégorie des poids lourds en termes de stablecoins. Pas pour vous donner un ordre de grandeur, et ce n'est que le début, bien évidemment.
Vous l'avez compris quand on parle de cet aspect-là avec la norme ISO 20022 là, ou 222, ou je sais pas comment dire. Voilà, donc il y a des choses très intéressantes à voir là. Je suis très curieux de voir un peu le potentiel de où ça va aller, notamment le XRP, parce que je vous rappelle que le stablecoin RLUSD est corrélé, en fait, quelque part, il y a une corrélation avec le XRP. C'est-à-dire qu'ils se complètent, entre guillemets. C'est pas une compétition entre eux, non, c'est vraiment quelque chose qui se complète. Donc, l'évolution du RLUSD va impacter positivement le XRP et vice-versa. Voilà. Donc, chaud devant les ballons, hein, clairement, pour 2025, avec tous les éléments là que je vous ai cités, montrés, mis en avant, c'est quand même assez phénoménal. Bon, allez, je continue. Cette fois, je vais passer aux actualités crypto plus générales, comme d'habitude. Donc là, regardez, on y va. Donc, c'est un premier article de cointribune.com. Donc, du coup, pourquoi le Web3 est la clé d'une économie plus transparente et équitable, hein. On voit donc il y a toujours de plus en plus d'articles dans ce sens-là. On est en train vraiment de dépasser l'aspect des cycles haussiers-baissiers. Ça y est, on n'est même plus, on va plus loin là. Là, on est dans la démarche, le Web3, les crypto-monnaies, mais surtout la blockchain, est en train de révolutionner en fait l'ère financière, je dirais même l'ère industrielle. Parce qu'on voit comme les projets comme VeChain impactent des entreprises au niveau de la supply chain et donc ça impacte même l'aspect des données au niveau industriel. Donc on est en train de révolutionner toute l'ère industrielle en plus de l'ère de l'information, etc. C'est vraiment intéressant ce qui se passe, hein. Donc voilà un petit peu pour si vous n'avez pas idée, enfin, vous n'avez pas idée de qu'est-ce que c'est la crypto ou autre aujourd'hui, ben, je pense que humblement, je peux vous dire, voilà, cette vidéo quand même permet de réfléchir autrement peut-être sur l'aspect ça va plus loin que mettre 3 francs 6 sous et gagner derrière nous-mêmes de l'argent. Non, là, c'est vraiment un investissement peut-être qui devient long terme avec une philosophie en fait. Voilà. C'est-à-dire que moi, personnellement, par contre, ma vie, mais personnellement, je considère qu'investir dans le Web3 aujourd'hui, ça va bien plus loin que juste gagner de l'argent, en fait. C'est participer à une économie, vous voyez, qui est quand même plus transparente, équitable, et qui est surtout une révolution pour l'économie d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Bon, après, on n'a pas de boule de cristal, hein, j'ai pas de boule de cristal, donc on verra. Bref. Allez, je continue, toujours avec les actualités crypto plus générales. Donc l'USDT, avec l'arrivée du règlement MiCA, le stablecoin de Tether voit sa capitalisation baisser. Donc là, on voit bien que nous, en Europe, on est vraiment toujours pareil, hein, on est dans la chambre des champions de la régulation, on n'a rien, on n'a pas de projet crypto, on n'a pas de projet IA, on n'a pas d'industrie, ou alors les peu d'industries qu'on a, on est en train de les couler là. Bon, en tout cas en France, en Allemagne, on le voit. Pareil, avec Volkswagen qui est en train de fermer ses usines les unes après les autres, en train de virer tous ses salariés. L'industrie automobile est en train de couler. Mais par contre, on a les réglementations. Alors ça, par contre, on est les champions du monde. Super, quoi. Résultat, on va perdre. Donc, l'USDT est en train d'être délisté des plateformes exchange européennes parce que, voilà, elles ne sont pas en conformité, en fait, avec la réglementation MiCA. Donc, ça, déjà, ça a double tranchant au niveau des stablecoins. Alors, heureusement qu'il y a le USDC qui, lui, est conforme et est resté. Mais ça montre quand même le délire dans lequel nous, on est, hein, les Européens, quoi. On est fichus, enfin, je veux dire. Si on arrive là, c'est que vraiment on est fichu, quoi. On va se faire bouffer, même sur le plan du web 3.0, de la blockchain, on va se faire bouffer par les autres projets étrangers. Bon, déjà, la ramasse, quoi. Au niveau de l'intelligence artificielle, pareil. Par contre, je trouve souligne intéressant, pas pour nous, bien évidemment, mais pour le RLUSD, notamment, c'est que USDT va se faire, donc, est en train de se faire dégager jusqu'à nouvel ordre. Après, peut-être qu'ils vont se mettre en conformité là, mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc ils se font dégager. Mais le RLUSD qui lui est conforme, notamment à la norme, là, je vous ai dit 20022 ou autre, eh bien peut-être que voilà, ils vont être conformes au règlement MiCA et pourquoi pas, ça va propulser encore plus le RLUSD. En tout cas, on va venir, mais en tout cas, ça a déjà un impact faible, il faut dire faible,
sur le USDT. Parce que de toute façon, nous, l'Europe, voilà quoi, on sert à rien, on sert à rien. Force est de constater, hein, malheureusement. Bon, allez, je continue, toujours avec l'actualité crypto. Donc, Coin Academy, Tether renforce ses réserves stratégiques de Bitcoin avec un transfert de 700 millions de dollars. Donc, pour un ordre de grandeur, Tether a fait quasiment 5 milliards, ou un peu plus même, de 5 milliards de dollars de bénéfices, rien que sur l'année 2024. Donner un ordre de grandeur. Ils sont à peine 100 salariés, peut-être un peu plus. Entre-temps, ils ont renforcé leurs équipes. Mais voilà le potentiel, en fait, de l'entreprise Tether, et c'est une machine de guerre en fait. Donc nous on arrive, on dit ils sont pas conformes avec les normes européennes, on les dégage, mais derrière ils font tellement de volume de chiffre d'affaires, ils ont tellement d'argent qu'ils en sont à faire un petit, pour renforcer leur réserve stratégique, un petit 700 millions de dollars en Bitcoin dans leur coffre quoi. Voilà on en est. Donc c'est avec ce genre de mastodonte qu'on est en train de jouer au niveau de la réglementation, quoi. Complètement débile, en fait. Enfin, bref, c'est fatigant, hein, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Allez, donc cette fois, je passe aux actualités économiques. Alors, bon, c'est pas des bonnes nouvelles, hein, mais ça n'est pas du tout étonnant. Là, j'ai un article de TV5 Monde, fin du transit de gaz russe vers l'Europe via l'Ukraine, la Moldavie en difficulté. Donc on est en train d'assister en fait à une reprise à la hausse des cours du gaz, donc gaz naturel européen évidemment, donc sur le marché hollandais, hein, que c'est la référence, le marché des Pays-Bas, voilà, sur le gaz naturel. Et donc ce marché-là est en train de repartir à la hausse, puisque effectivement l'Ukraine donc, a terminé son contrat avec la Russie, et donc a coupé les arrivées de gaz hein, vers l'Europe. Voilà. Donc voilà où on en est, donc toujours du fanatisme absolu, débile, incohérent, puisque on va devoir acheter, nous, les Européens, bah, du gaz liquéfié bien plus cher, peut-être même à la Russie, en passant, donc c'est vraiment, vraiment on n'a rien compris. Et résultat, bah, c'est nous, les Européens, hein, les citoyens, qui allons payer la facture, puisque là j'ai un article de Capital, pourquoi la facture de gaz devrait augmenter pour certains consommateurs. Voilà, depuis la fin de l'accord permettant le transit de gaz russe sur le sol ukrainien, le marché du gaz s'est affolé. Les pays européens qui ne disposent pas de stock de gaz rempli pourraient être forcés de se fournir ailleurs au cours de l'hiver, ce qui ferait grimper les prix. Et oui, parce que si on ne peut plus vraiment acheter de gaz au niveau européen, on va forcément devoir acheter du gaz en fait au niveau mondial. Et donc, si nous, Européens, on se réfugie sur le marché mondial du gaz, quand on en achète quand même une bonne quantité, eh ben, ça va faire grimper en fait le cours de l'énergie à l'échelle mondiale. Bravo les Européens, on est bon, hein. Franchement on est bon. Voilà, tout ça sous couvert de sanctions contre la Russie. Donc on voit bien que les sanctions qui ont été prises il y a quelques années contre la Russie sont en train de nous répéter à la figure puissance 10. Simplement. Et donc nous en attendant, on a, là j'ai un article de Le Monde, mobilisation des agriculteurs. La coordination rurale appelle à manifester et à monter sur Paris à partir de dimanche. Donc tout mon soutien aux agriculteurs. Hein. J'espère qu'ils vont arriver à avoir leurs revendications, même si j'y crois pas trop, clairement, puisque ils n'ont rien eu absolument. On leur a tout promis en 2024. Ils n'ont rien eu, mais absolument rien. Et même pire que ça, il y a l'accord Mercosur qui au contraire est passé. Donc vraiment, c'est du foutage de gueule, hein, clairement. Et je comprends tout à fait et je rejoins leur colère là-dessus, puisque c'est vraiment le symbole de ce qui se passe, en tout cas en France, même au niveau européen, qu'on est dirigé par des clowns et des personnes qui n'ont aucun intérêt en fait à voir nos intérêts à nous, citoyens, respectés, quoi. Voilà, en tout cas en termes de souveraineté nationale. Voilà, donc tout se recoupe au final. Donc résultat, l'Europe est en train de couler, donc j'aimerais bien vous dire l'inverse, mais c'est pas le cas, puisque, regardez sur boursorama.com, je vous fais le topo sur le cours du dollar par rapport à l'euro, et regardez le massacre. Donc sur 10 ans, regardez un peu où on en est sur le niveau du cours de l'euro. Donc l'euro est en train de chuter là sur les 3 derniers mois, alors je vais mettre 6 mois, voilà, regardez un peu le massacre sur 6 mois. Donc nous étions à un top, on va dire, à 1,12 de parité, c'est-à-dire par rapport au dollar.
pour 1 euro, 1,12 $ pour 1 euro, au 27 septembre 2024. Aujourd'hui, donc 2025, nous sommes à 1,031. Ça veut dire que là, on est en train d'assister à une chute flagrante de l'euro par rapport au dollar. Voilà. Donc en fait, l'euro est en train de s'effondrer, hein, clairement. Et c'est pas prêt de s'arrêter, visiblement, vu le contexte politique, géopolitique de l'Europe, forcément, avec les nouvelles qu'on voit. Et donc, pour vous montrer un peu, là, sur toujours Boursorama, le focus sur le CAC 40, donc c'est-à-dire la bourse française. Et regardez, là aussi, c'est pas triste, hein, c'est vraiment pas beau à voir, puisque donc là, sur une journée, on a réussi encore à perdre 1,51% là, sur une journée, hein, au moment où je vous fais la vidéo. Et si on prend sur 6 mois, et bien regardez, on est à une variation alors c'est peut-être, voilà, sur moins, non, non, je dis des bêtises, je vais prendre, voilà, sur une semaine, on a moins 0,43, sur un an, on a moins 2,26%, et donc pour rester positif, il faut remonter jusqu'à 5 ans, voilà. C'est-à-dire que le CAC 40, sur 3 ans, si vous aviez misé sur le CAC 40, là, enfin, en termes de globalité, vers un ETF CAC 40 global, et ben sur 3 ans, depuis 3 ans, vous êtes en négatif, en fait. Voilà. Alors que toutes les autres bourses, donc soit le S&P 500, le Nikkei japonais, et même la Chine, toutes ces bourses-là sont en positif largement, même sur les 6 derniers mois. Voilà. Voilà un petit peu l'état même de la France, puisque l'état du marché boursier, en fait, est une conséquence de l'état économique, quelque part quand même, de la France, quoi. Bon, donc c'est pas triste. Alors après, la bonne nouvelle quand même, c'est là je suis sur prixdubaril.com, c'est quand même que le prix du pétrole, il est un petit peu en train de remonter, mais il a quand même bien baissé. Vous voyez sur les derniers temps, sur les dernières années, comparé à 2022. Donc ça, c'est bien. On va pas avoir de hausse du pétrole là, immédiatement en tout cas. Mais on voit quand même que ça repart un petit peu à la hausse. Alors est-ce que le coût du gaz notamment a des impacts par ricochet sur le cours du pétrole? On va voir, mais pour l'instant, ça reste jouable. Ça va. Ça, c'est la bonne nouvelle, entre guillemets. Super. Et enfin, le cours de l'or, lui, est en train de repartir à la hausse. Regardez, il était à 80, quand la dernière vidéo que je fais il y a 2 semaines, il était à 81 000 € le kilogramme 24 carats, et là, il est repassé au-dessus des 82 000, hein, vous voyez, on a 82 620. Donc l'or est en train de repartir à la hausse par rapport à l'euro, et l'euro est en train de s'effondrer. Donc c'est logique que l'or, qui lui garde son essence de valeur refuge par excellence, eh bien, garde ses positions et monte carrément entre-temps. Voilà. Voilà où on en est. Donc vous voyez que c'est pas folisson quand même au niveau de l'actualité économique. C'est très bullish par contre pour tout ce qui est l'écosystème de la blockchain du web 3.0. Personnellement, je suis convaincu que nous sommes encore en bull run. Voilà. Mais il faut préparer quand même sa sortie parce que je ne serais pas étonné qu'on ait un bear market la fin d'année 2025. Et 2026 notamment là-dessus. Après, c'est mon opinion, donc moi j'ai déjà prévu de prendre des profits au fur et à mesure de l'année. Mais voilà, donc soyez vigilants là-dessus, prenez en compte le bear market, hein, ne pensez pas, soyez prudents, je pense, enfin, pour vous, hein. Ne pensez pas forcément que il n'y aura pas de bear market parce que les institutionnels sont rentrés dans la course. Voilà. Bon, sur ce, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne fin de week-end, très bonne semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle actualité crypto. Allez, la bise, ciao.